Merci à Chérif qui a présenté l'édition française. Deuxième partie du Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir M. Malick Ba. Vous êtes chef d'entreprise, une entreprise qui évolue dans le domaine de la construction et de l'équipement. Bonsoir M. Ba. Bonsoir M. Diallo. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de gré à gré. Plus rapidement, quelle est l'évolution du code des marchés publics au Sénégal? Bonsoir M. Diallo. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Chronologiquement, c'est parti de 1967. Ensuite, le code n'était pas assez bien appliqué pendant cette période-là. Mais l'un des meilleurs codes est celui de 1982 qui a duré 20 ans et qui a été abrogé en 2002. Maintenant, l'objet de notre propos ici, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est les marchés de gré à gré qui foisonnent au point d'entraîner, il faut dire les choses comme elles sont, une cascade d'entreprises, surtout au niveau des PME et des PMI. Aujourd'hui, ce code du marché, son application aujourd'hui, si vous devez faire l'état des lieux? Si je dois faire l'état des lieux, les Sénégalais ont une grande qualité. C'est des très bons tribuns, ils écrivent très bien dans tous les domaines. Ça veut dire que c'est des juristes qui ont fait de très bons codes, de très bons textes. Mais à côté, ils ont développé une réglementation qui leur permet de contourner allègrement les dispositions du code des marchés. Et je vous dis, la conséquence principale, c'est l'application des marchés de gré à gré, l'utilisation des marchés de gré à gré qui ont entraîné une fermeture en cascade des PME et des PMI. Permettez-moi de me répéter. Par rapport à la différence entre le gré à gré et la commande directe? Le gré à gré, c'est la commande directe. C'est tout simplement un problème d'appellation. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a inversé les rôles au Sénégal. Le principe, c'est l'appel d'offres. C'est l'article 51 du décret 2014-14-14 relatif au code des marchés. L'exception, c'est le gré à gré ou l'entente directe, et il n'y avait que 2 cas d'espèce. Le premier cas, c'est quand il y a une exclusivité, le produit ne peut être acquis que chez une seule personne ou bien les travaux ne peuvent être effectués qu'une seule entreprise. La deuxième possibilité, c'est quand en cours d'exécution du contrat, il survient des besoins indispensables à la poursuite du marché. Et pour cela, il faut l'autorisation de la direction centrale des marchés. Mais avant ça, il va falloir préciser qu'il y a des administrations qui sont dispensées, mais pour lesquelles il faut l'autorisation de la direction centrale des marchés. C'est le ministère des Forces armées pour les dépenses de défense et c'est le ministère de l'Intérieur. Comme vous l'avez tantôt dit, le code des marchés, dans son article 76, autorise ces gré à gré. Il les autorise, mais exceptionnellement. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que c'était d'abord quand il y a une impossibilité de poursuivre des marchés sans introduire des produits. Ça, c'est le deuxième cas. Le premier cas, c'est quand il y a une exclusivité. Il y a une seule personne qui peut faire les fournitures ou bien une seule entreprise qui peut faire ces fournitures-là. Ça, il faut l'autorisation de la direction centrale des marchés. Et quelles sont les conséquences de ces gré à gré? Les conséquences de ces gré à gré, c'est la fabrication d'entreprises, fabrication entre guillemets, c'est l'exclusion des personnes qui avaient volontairement choisi de travailler avec l'administration. Et ils ont changé également, ils vont fausser complètement le jeu de la concurrence. Au départ, les principes du marché public, le premier, c'est la transparence. Le second principe, c'est la liberté de tout un chacun de choisir de travailler avec l'État. Et le troisième principe, c'est l'égalité. C'est l'appel d'offres, c'est sur lequel on ne cessera jamais d'insister, parce que c'est cet appel d'offres-là qui est mis à côté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez comme changement concret? Non, mais indépendamment du changement, il y a un problème qui a fait précipiter, c'est-à-dire le fait que je sois intervenu ici. Il y a un décret qui avait organisé les contrats de partenariat public-privé. Dans ces contrats-là, les gens avaient soigneusement pris le soin d'exclure les dépenses énergétiques, le pétrole, le gaz, les mines et les télécommunications. Maintenant, il y a un autre décret qui est pris, qui autorise à nouveau d'utiliser ces activités dans le champ d'application. Ils ont, c'est-à-dire exclu du champ d'application. Ça veut dire que maintenant, les fournisseurs qui interviennent dans ces secteurs
peuvent le faire de gré à gré et c'était interdit. Et où se situe le problème? Le problème se situe au niveau de... Maintenant, il n'y a plus de transparence dans ce code-là, d'autant plus que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent créer des entreprises et confier à ces entreprises-là. C'est-à-dire, ils commandent et ils exécutent en même temps. Ils créent des entreprises, ils confient à ces entreprises-là le soin de faire ces travaux, ces prestations ou ces fournitures. Et quand on sait que c'est des milliards qui sont en jeu dans cette affaire-là, on se pose légitimement la question de savoir à quoi servent les textes qui sont faits, quoi, parce qu'ils sont allègrement transgressés. Donc vous, en tant que privé, vous craignez que ces marchés soient distribués à un groupe Je de crains personnes? rien du tout, M. Diallo. Je dois vous dire tout de suite que je constate en fait une fermeture de cascade d'entreprises. Les gens vont être également étonnés de me voir parler parce que tout simplement, c'est la loi de l'omerta qui régit l'administration, vous le savez. Et si on prend le risque de venir parler ici à la télévision, c'est fini. On ne peut plus obtenir une quelconque commande là-dedans, ça vous fait sourire. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont atteint un niveau où le gré à gré, très sincèrement, a été renversé. C'est le principe. Et l'exception, c'est l'appel d'offres. Donc cela voudrait dire C'est-à-dire que... que la richesse nationale est très mal répartie. La commande publique, les gens ne s'en occupent plus trop. Le budget ne joue plus en conséquence son rôle économique et social. Parce que si les gens se débrouillent pour trouver 92 milliards, payer 163 000 fonctionnaires à peu près, ils doivent se débrouiller pour trouver autant d'argent et faire fonctionner peut-être beaucoup plus d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur qui exécute un marché, il a derrière lui une dizaine, une vingtaine de personnes. Mais au-delà des gré à gré, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sénégalaises peuvent supporter certaines demandes? À quel niveau les demandes Les demandes publiques, je veux dire. Attendez, je vais bien vous dire, il n'y a aucun secteur ici. Loin de moi l'idée d'un népotisme. Il n'y a aucun secteur, aucun domaine où tu ne trouveras pas des compétences sénégalaises, dans tous les domaines. Maintenant, j'ai vu qu'il y a une invasion, entre guillemets, du pays. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de Français, ils sont toujours là. Ces Français occupent aujourd'hui ce que les Américains appellent le making money machine, c'est-à-dire les machines à faire de l'argent. Il faut les citer. C'est Orange, c'est l'autoroute à péage, c'est la Seno, c'est le port avec le terminal à conteneurs de Bolloré et le terminal vraquier. Attendez. Ouais. Et quand le gars du terminal vraquier fait faillite, il est racheté par notre entreprise française. Aujourd'hui, je me fais une obligation de le dire, toutes les entreprises, ce n'est pas mon domaine, c'est les manutentions et transitaires, mais tout le monde sait qu'ils sont exclus totalement du port de Dakar. Mais les entreprises sénégalaises aussi peinent parfois à respecter les délais des travaux. Si on prend l'exemple du BRT qui est là récemment, la seule entreprise ou grande entreprise sénégalaise qui avait gagné un marché avait même du mal à construire une gare. Finalement, c'est une entreprise turque qui a achevé ses travaux. Mais c'est valable pour l'aéroport, vous me direz, de Diass. Mais le problème, dans ce cas-là, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Parce que, vous savez, le cahier des charges, c'est presque un marché. Si vous le visez, c'est un contrat d'adhésion. Ça renferme des prérogatives exorbitantes de droit commun. Le cahier des charges, c'est presque le marché qui figure là-dedans. Donc l'entrepreneur qui vise le cahier des charges, il a déjà souscrit, il a déjà adhéré à ce marché-là. Pourquoi je dis que c'est l'État qui ne fait pas son boulot? Vous savez très bien, avec la pluie, toutes les routes se sont dégradées. La durée de vie, elle est souhaitée dans le cahier des charges. Mais si l'entrepreneur ne le respecte pas et que lui, ses travaux lui sont réceptionnés conformément à la loi, on va faire son virement. Et si le constat qui est là, c'est que la plupart des entreprises sénégalaises peinent à respecter ces engagements. Et aujourd'hui, si vous fustigez l'implication des entreprises étrangères dans les différents marchés, cela aussi pose un problème. Oui, mais je sais, non, attendez, je vais vous dire une chose. C'est encore un problème de texte. Vous savez, l'article 81 du Code des marchés qui prévoyait l'offre spontanée. L'article disait clairement qu'il faut un minimum de 50 milliards. Deuxièmement, il faut s'engager à assurer la totalité du financement. Et troisièmement, il faut s'engager à transférer des compétences et des connaissances. Je ne sais pas. Et quatrièmement, ce qui est extrêmement grave, il va falloir négocier 10% avec une entreprise sénégalaise. Est-ce qu'ils n'ont pas volontairement choisi de placer les entreprises sénégalaises dans une situation de mendicité? Excusez-moi le terme, quoi. Très sincèrement,
C'est ça le problème. Alors que les gens qui ont fait les pays du Golfe, ils te disent clairement, et dans d'autres pays, il faut que l'entreprise nationale ait au moins 51%. Maintenant, je viens ici pour en parler encore, parce qu'il y a d'autres voix plus autorisées que la mienne, qui sont passées dans la presse écrite. Normalement, je ne vais pas citer des noms, des responsables d'organisations patronales. Mais je sais que ces gens-là, peut-être, ils ont d'autres préoccupations. Ils ne se soucient pas des milliers de pères de famille et de mères de famille comme moi qui avaient volontairement choisi de travailler avec l'État et dire les choses et qui ont mis la clé sur le Comme vous l'avez dit, parmi ces 10% qu'on octroie parfois les entreprises sénégalaises dans la sous-traitance, mais je le répète, ces entreprises peinent à respecter tout ce qui est travaux. Mais l'État aussi, l'État est complice dans une certaine mesure, excuse-moi. Parce que si l'entreprise ne le respecte pas, mais il y a des pénalités qui sont prévues. Et la plupart du temps, l'État n'applique pas ces pénalités-là. Si aujourd'hui l'entreprise est faible et qu'elle n'arrive pas à, comme vous l'avez dit, satisfaire les différentes dépenses pour pouvoir satisfaire un marché, et si cette entreprise est pénalisée, qu'elle soit sénégalaise, est-ce que c'est pas aussi... Mais même si elle est sénégalaise, une entreprise qui ne peut pas terminer un travail, vous trouverez toujours une autre entreprise sénégalaise qui peut terminer ce travail. Ce n'est pas parce qu'une entreprise sénégalaise ne peut pas terminer ce travail qu'il faut forcément le donner à une entreprise étrangère. C'est ça que je veux vous dire. Mais si les règles sont strictement appliquées, vous allez trouver dans moins de 15 jours, 10 jours, une autre entreprise qui peut faire parfaitement le boulot pour lequel la première entreprise a failli. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il est temps que les grandes entreprises s'unissent aussi pour pouvoir gagner les gros marchés? Parce qu'on a du mal à voir de grandes entreprises arriver à satisfaire ou remplir ces cahiers de charges dont vous avez tout le temps parlé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire exactement, s'unir pour le faire. Ils n'ont pas besoin d'union pour le faire. Okay. Ces gens-là, parce que déjà, on leur a très mal partagé la commande publique. Et si on partage mal la commande publique, en conséquence, on partage mal la richesse nationale. C'est ça. Ce n'est pas un problème d'union, c'est un problème d'appliquer les textes qui existent. C'est ça que je suis en train de dire par rapport à ces textes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises sénégalaises qui remplissent ces textes? On peut citer que quelques entreprises peut-être, sur plusieurs domaines. Mais même ces entreprises-là que vous allez citer aujourd'hui ne travaillent pas. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, il y a une invasion des entreprises étrangères au Sénégal. Et ça, c'est une situation inédite. Et aujourd'hui, on a contourné la réglementation pour que ces entreprises-là puissent obtenir des marchés et les exécuter au vu et au su de tout le monde. Et vous, entreprise sénégalaise, que comptez-vous faire par rapport à cela? Je ne sais pas, peut-être en parler ici et essayer d'alerter l'autorité, discuter avec elle. Et c'est moi l'occasion de les appeler et leur demander d'écouter tout le monde, quoi. C'est-à-dire, excusez-moi, même pour l'éducation, d'écouter les gens qui vous disent qu'il manque de professeurs, d'écouter les gens qui vous disent que nous, on ne travaille pas, parce que nous, on ne partage pas correctement la commande publique. Pour moi, les autorités doivent écouter les gens. Est-ce que aussi, les entreprises aussi ne doivent pas faire un effort pour donner une image positive de l'entreprise sénégalaise? Mais l'entreprise sénégalaise n'a jamais eu d'image négative. Je prends une petite entreprise, du moins, par exemple, à la fête des Tabaski, on constate qu'à chaque fois, quand tu demandes à un tailleur, le minimum, je donne un exemple banal, de respecter son engagement par rapport à la Tabaski, à la fête de Tabaski, plusieurs personnes peinent à porter leurs habits le jour de la Tabaski parce que le tailleur n'a pas respecté ses engagements. C'est ça aussi qu'on retrouve chez les grandes entreprises aujourd'hui. Non, mais pas spécialement dans les grandes entreprises. Si on ne peut pas rapporter le problème des artisans à un problème d'entrepreneurs qui travaillent avec l'État. C'est une petite et moyenne entreprise. Mais en tout cas, ce que je sais, les artisans aussi souffrent terriblement d'un manque de crédit. C'est ça le problème. Les entreprises, les artisans, ils en souffrent énormément. Que ce soit des mécaniciens, des tailleurs, des menuisiers, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas aussi revoir votre structuration ou organisation, une manière de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, de donner une belle image de l'entrepreneur sénégalais? Je ne sais pas ce que vous appelez par belle image de l'entrepreneur sénégalais. En respectant les marchés.
Mais et en respectant je les vous dis délais des encore travaux. que l'État a les prérogatives exorbitantes de droit commun pour faire obliger les gens à respecter les marchés. Sauf que si Et- peut-être l'État est dur avec les sociétés ou entreprises sénégalaises, on va dire aussi que l'État est en train de taper sur des Sénégalais. Mais on l'a déjà dit, parce que pour la bonne et simple raison, l'État ne travaille même pas avec les entreprises sénégalaises. Plus de 55 ou 60% des entreprises sénégalaises, et je n'exagère rien du tout, sont presque prêtes à mettre la clé sous le paillasson. Pour celles qui avaient choisi de travailler avec l'État. Pour les autres, je ne sais pas. Mais pour les gens que je connais qui ont choisi de travailler avec l'État, les temps sont extrêmement durs. Ben, on a vu que récemment, le chef de l'État a rencontré le patronat, pour ne pas dire des chefs d'entreprise, pour essayer de trouver une solution par rapport à la commande publique. Et votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, il aurait dû écouter, il y a un défunt, en 2015, au Conseil présidentiel de l'investissement, dans les yeux qu'il a regardé, qui lui a dit que président, la richesse nationale est très mal répartie. J'ai vu que son premier ministre, avec tout le respect que je lui dois, qui était à l'époque un esprit assez brillant, avait essayé laborieusement de donner des explications. Je pense que de 2015 à maintenant, ça fait 7 ans, s'il avait pris le temps de le faire, je pense qu'on aurait dû amoindrir le risque qu'il y a aujourd'hui de voir tout le monde quitter la scène administrative. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Concrètement, ce que je demande, c'est qu'on peut bien poser à moitié réglé. Ce que je demande, c'est que le président revoie les gens auxquels il a confié certaines fonctions. Parce que la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on parle des marchés publics, mais les gens, c'est un parcours de compétences. Ce qui est valable pour les fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs, est valable pour l'administration. C'est très difficile aujourd'hui de faire passer un bon engagement au niveau du ministère des Finances. Il y a le SICFIT, qui est le système intégré de gestion des finances publiques, qui est un logiciel commun d'exploitation budgétaire commun aux pays membres de l'UMOA, où il faut faire la queue, demander pour qu'on nous ouvre la machine pour que vous puissiez obtenir vos bons d'engagement, vos titres de créance et de certification. Ça, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'ose espérer que le président n'est pas au courant de ça. Donc, si on posait la question, je vous dis qu'à un niveau assez élevé, il faut qu'ils appellent certaines personnes qui leur diront des choses qu'ils ne peuvent pas dire partout. Et qu'est-ce que vous souhaitez comme changement dans le code du marché? Non, attendez. Moi, ça, c'est un propos, c'est l'un de mes propos essentiels. Je vous ai dit qu'il y a un décret qui est sorti, 2022, 1538, qui dispense des sociétés pétrolières de faire des appels d'offres et de les adjuger. Et aujourd'hui, on a fait un recours gracieux, qui est un préalable pour un recours pour excès de pouvoir. Et si le président ne répond pas, parce que le recours gracieux lui est adressé, on va s'adresser à la chambre administrative de la Cour suprême. Ce sera un recours pour excès de pouvoir. Et pourquoi vous avez fait ce recours? Mais on a fait ce recours pour que le pétrole, le gaz, les mines et les télécoms retombent dans le giron du code des marchés. Ils ne peuvent pas, c'est des milliards qui sont en jeu. Récemment, ils ont parlé de 200 milliards, marché de gré à gré à la SAR. C'est ce que vous voyez. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, le recours pour excès de pouvoir, il suppose un préalable, un recours gracieux. Ce recours gracieux-là vous adressez au supérieur hiérarchique de la personne qui est concernée. Le président n'a pas de supérieur hiérarchique, on s'est adressé directement à lui. On a 4 mois. S'il ne répond pas, je vous ai dit qu'on va s'adresser à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc c'est une manière de dire qu'il y a des... De faire retourner le pétrole, le gaz, les énergies et les télécoms dans le giron du code des marchés. Parce que aussi les gens parlent de pétrole et de gaz, mais les mines génèrent d'énormes ressources inimaginables. J'étais à Gragouya, j'étais à Diabougou, je sais de quoi je parle. Donc si ce recours n'est pas, si cette décision, le chef de l'État ne revient pas sur cette décision, cela entraîne des gré à gré comme vous le dites. Non, ça entraîne déjà aujourd'hui des gré à gré. Je ne suis pas capable de vous dire que telle entreprise a bénéficié d'un marché par entente directe concernant le gaz, le pétrole, etc. Mais je sais que ça va être un large boulevard ouvert en faveur de certaines personnes déjà. Et je pense qu'ils sont déjà très très bien servis. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais aussi ont pris le devant par rapport à ces nouvelles ressources que le Sénégal a découvertes récemment? Non, c'est ça que je vous dis. Tout est question de discussion. Quand le président a invité les gens pour qu'on répartisse les ressources, moi, ça m'a fait sourire à la télévision. Parce que je me suis dit que le président a fait venir des gens qui sont déplacés en voiture 94 millions, des Range Rover, il y avait des Toyota Hilux, etc. Moi, je pensais très sincèrement que le long de la mer,
de la plage, de Yoff, Petite Côte, de Yoff à Palmarin et la Grande Côte de Dakar à Saint-Louis, les jeunes pêcheurs sont couchés. C'est ces gens-là qu'il fallait appeler. Et je sais que les peuples aussi, mes parents, n'ont plus de zone de transhumance. La réserve foncière est très mal réduite. C'est ces gens-là qu'il fallait appeler. Et troisièmement, il y a les femmes, il y a les jeunes, et les autres aussi, c'est les cultivateurs. Mais ce n'est pas les gens que le président a appelés qui vont décider de l'utilisation de ce pétrole-là. Quel sera d'ailleurs le rôle de l'agence de régulation des marchés, de la DSP par rapport à tout ce qui se passe? Il y a une confusion totale, parce que la direction centrale des marchés, c'est une administration hiérarchisée du ministère des Finances, ce qui est grave. Et elle contrôle ses collègues. Ça veut dire que les marchés des autres administrations passent là-bas. Je pense que la direction centrale des marchés ne devait pas être sous la hiérarchie du ministère des Finances. Deuxièmement, il y a des gens qui pensent qu'il y a une hiérarchie qui est établie entre l'agence de régulation des marchés publics et la direction centrale des marchés. Mais je vous dis une chose, avec tout le respect que je le dois, je ne pense même pas, je constate qu'elle ne sert pas à grand-chose. Excusez-moi de parler comme ça, parce qu'il y a un marché récemment qui a fait l'objet d'un rejet de la direction centrale des marchés. Dans ce cas-là, le code vous demande de vous adresser à l'ARMP. L'ARMP a confirmé le rejet de la direction centrale des marchés. Mais le code permet au Premier ministre d'instruire l'agence de régulation des marchés de poursuivre la procédure, et c'est ce qu'il a fait concernant l'hôpital Dantec. Donc aujourd'hui, quelle structure jouera le rôle d'office d'arbitre? On revient sur l'ancienne structure, Commission nationale des contrats d'administration, qui dépend de la présidence. Dans l'ancien code, en cas de rejet du marché, il fallait l'arbitrage du Premier ministre. Si le Premier ministre n'existe pas, il fallait s'adresser au ministre secrétaire de la présidence de la République, 82-690. Mais aujourd'hui, il ne demande même pas l'arbitrage du Premier ministre. Il vous dit que le Premier ministre peut instruire directement l'administration concernée de poursuivre en cas de rejet de la DSMP et de l'AMP, et ça s'est passé avec l'hôpital Dantec. 92 milliards. Donc on peut dire que l'arbitre devrait être une personne... Non, pour le moment, il n'y a pas d'arbitre. Moi, c'était des pouvoirs énormes, exorbitants qu'ils ont donnés au Premier ministre. Je te dis. Et pourtant, il y a des fonctionnaires compétents, émérites, avec une très grande expérience à la direction centrale des marchés. À l'ARP, n'en parlons même pas. Je te dis. Donc, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour essayer de revenir à l'orthodoxie et de pouvoir permettre... Il faut changer les textes. Il faut interdire complètement le gré à gré. Il faut revenir sur les appels d'offres et puis changer la... Parce que moi, je pense... Interdire aussi... complètement les gré à gré? Ah oui. Non. Parce que les gré à gré sont déjà interdits. Parce que la première possibilité... La première possibilité qui vous est offerte, elle n'existe pas. Il n'y a pas un seul produit qui fait l'objet d'exclusivité. Il n'y en a pas. La preuve, les gens rigolent en donnant Apple et Samsung. Deuxièmement, ils disent la deuxième possibilité, c'est en cas d'impossibilité de poursuivre le marché sans acquérir certaines fournitures ou faire certains travaux, on peut donner le gré à gré. Mais ils disent que le montant total du gré à gré ne peut pas dépasser un tiers du marché. C'est-à-dire, pour toutes les commandes que vous avez faites, le total ne peut pas dépasser un tiers du montant total. Mais ça, ils ont déjà dit ça. Pour te dire qu'ils ont écrit sans trop bien regarder ce qu'ils ont écrit. C'est valable pour les avenants. L'avenant, c'est un marché complémentaire qui vient s'ajouter à la différence que, même pour les deux, il faut l'autorisation de la direction centrale des marchés. Mais l'avenant, ils disent qu'il ne peut pas dépasser 30%. Quelle est la différence entre 30% et un tiers? Quelle est la différence entre l'avenant et le deuxième cas de gré à gré? Donc ça revient au même. C'est la même chose. Mais encore, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut changer les textes. Deuxièmement, il va falloir qu'une autorité s'exerce sérieusement sur la gestion du ministère des Finances. Très sincèrement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et je sais que leur travail, ce qu'ils font depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne contribue pas à améliorer les travaux relatifs au marché public.
Donc la DCMP et l'ARMP ne jouent plus leur rôle. Non, c'est des structures, je te dis, avec tout le respect que j'ai pour ces structures et les gens qui sont là-bas, qui sont inutiles. La preuve, pour l'hôpital d'Antec, je le répète 1000 fois, ils les ont de côté. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont louer des véhicules. Moi, je suis en train de me demander pour quelle administration. L'armée n'en loue pas, la douane n'en loue pas, la police n'en loue pas, les eaux et forêts n'en louent pas. Et le marché est destiné à qui? C'est ça le problème. Et selon vous, par rapport à cette décision, ce qui est plus facile, c'est d'acquérir, c'est d'acheter des Dans voitures. tous les pays du monde, on achète des voitures. Et quand la voiture atteint un certain âge, il y a même un texte qui prévoit des modalités d'aliénation. Merci, monsieur Malick Ba. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes chef d'entreprise, mais aussi chef d'entreprise dans le secteur des infrastructures, de quoi d'ailleurs? Tout, hein. Ok. Tout, quoi. Mais ensuite, surtout dans les BTP, quoi. Merci. Et merci aux téléspectateurs qui suivaient Soir d'Info. Prochain rendez-vous, c'est demain. Mais vous me permettrez aussi de remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de nous regarder ce soir. Je vous en prie. Merci à vous aussi et merci à tous les téléspectateurs qui regardaient la télévision Futur Média. Bonne soirée.